Ah si, ça y est, je viens d'avoir la notif. Générique. C'est parti. Allez, l'intro trop rigolo. J'ai pas chanté Bruno. Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau format qui est le journal en trop. Parce que après le petit, le gros et le grand, voici celui qui est en trop. Comme ça, on y va assez modeste. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un journal aujourd'hui? En gros, ce journal, il est impulsé initialement par l'assaut Adrastia. Donc Bruno est ici présent et moi, on en est membre, on se présentera par la suite. L'idée, c'était justement de parler de sujets pas très rigolos avec des gens rigolos. Donc c'est un peu comme ça qu'est née cette initiative. On a ensuite contacté Malheurs Actuels qui a bien voulu se prêter au jeu avec nous. Et donc voilà le pourquoi du comment on pollue encore un peu plus l'espace numérique aujourd'hui pendant 30 à 45 minutes. Et tout va bien. Donc je me présente, moi je m'appelle David Tixier, je suis ici avec la double casquette, vice-président de l'asso Adrastia, et je fais aussi partie du groupe de travail Pénurie et Rationnement. Donc je fais légèrement un tout petit focus sur Adrastia parce que c'est Adrastia qui impulse, entre guillemets. Donc Adrastia, c'est une association qui rassemble des citoyens, des citoyennes qui sont intéressés, sensibles, pour faire vite, aux risques systémiques, aux problèmes multifactoriels qui pourraient engendrer des changements d'état, ou effondrement pour pas dire, mais c'est un mot assez galvaudé. Donc on diffuse de l'info scientifique en fait, sourcée, et aussi on a un forum dans lequel on propose des actions relativement solidaires, on parle d'éco-anxiété, on valorise des initiatives qui sont montées à droite à gauche pour voilà, essayer de sortir un petit peu de l'idée du contexte avant-industriel. Et ensuite, donc Pénurie et Rationnement, j'en profite aussi. C'est un groupe de travail qui a été monté par Frédéric Haas il y a plus d'1 an, je crois. Et en gros, on recense, on partage des infos sur, entre guillemets, la multiplication d'événements et signaux faibles qui témoignent de la fin d'une ère d'abondance et de développement d'un capitalisme de pénurie. Frédéric, tu as vu, j'ai lu la description de la page. Je suis très corpo. Voilà, je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas si c'est Bruno, Andrea ou Romain qui veut prendre la main par la suite. Ah non, place aux femmes d'abord. Allez, c'est parti, Andrea. Merci. Bon, déjà, merci pour l'invitation à partager ce projet. Et voilà, comme on voit la présentation Adrastia à Pénurie Rationnement, très sérieux, très voilà. Donc on est là pour contrebalancer un peu. Nous, on est un peu les clowns de l'écologie. Donc Malheurs Actuels, c'est une association, c'est un collectif essentiellement qui s'est constitué pour faire des blagues sur l'écologie et, voilà, et essayer de lutter contre notre propre éco-anxiété et voilà, aider potentiellement le public à faire de même en commentant l'actu comme un Gorafi écolo. Donc moi, je suis donc co-rédac chef de Malheurs Actuels depuis donc l'été 2022 quand le média a été créé. Romain, je te laisse la suite. Le bâton, c'est ça. C'est ça. Bâton de la parole. Et donc moi, c'est Romain. Je fais partie des cofondateurs et des co-rédac chefs de Malheurs Actuels, qui effectivement a vocation à essayer de faire rire de la situation et pourquoi pas réussir à sensibiliser les gens à l'inaction écologique. Attends, Bruno. Et donc moi c'est Bruno, donc je suis le créateur des Collapsonautes. J'ai créé ces petits personnages il y a 6 ans maintenant, en 2018, suite à un été à visionner du Pablo Servigne, du Janco et tout ça en boulimie et en veux-tu en voilà. Donc pour digérer tout ça, j'ai créé des petits personnages qui évacuent leur stress, qui évacuent leurs doutes et qui ils essayent de faire rigoler les gens, parce que je pense que l'humour aujourd'hui est une forme vraiment fondamentale pour essayer d'accepter tout ça et de digérer toutes ces informations qu'on a tous les jours. Donc voilà, je traîne ma bosse depuis 6 ans, j'ai plein de casquettes, mais aujourd'hui c'est celle des collapsos que je partage avec vous. Ok, très bien. Eh bien, merci pour la présentation de tout le monde. C'est assez anxiogène tout ce que vous dites. Hein. Franchement, moi, je n'ai pas envie de rester. Une question pour Bruno, du coup, c'est est-ce que tu as une playlist de vidéos un peu là que tu pourrais nous proposer pour passer un été sympa avec toi? Ouais, c'est vachement sympa. Alors celle qui est la plus sympa, c'est celle avec Yves Cochet. Franchement, celle-là, elle est pas mal. Voilà, j'ai envie de faire un barbecue après, quoi. Ça roule.
Peut-être qu'on donne plus de précisions sur la formule telle qu'on la pense actuellement. Donc, si on est plusieurs groupes pendant ce live, c'est que justement, chacun va mettre en avant son caillou. Sur la partie pénurie rationnement, donc grosso modo, moi je vais vous faire ressortir 3-4 articles. J'en ai pas pris plus parce qu'après c'est assez long. Les présenter un peu plus en détail par rapport à comment ça a été évoqué sur la page. Donc on pourra en discuter après chaque, il y a pas de problème. Donc ça, ce sera un bloc de 10 minutes. Après, je sais pas qui est-ce qui prend la main en premier. Est-ce que c'est Bruno pour les collabsonautes ou est-ce que c'est vous deux pour Emma? Non, c'est Emma dans le sommaire, c'est Emma, ouais. Emma et après les collabsonautes. Ok, d'accord, ça marche. Bon, dans ce cas-là, voilà. Ce que j'aurais voulu ajouter à ce que tu disais, David, c'est que le fait qu'on soit nombreux permet aussi d'avoir différents points de vue, différents avis sur les accus qui peuvent un peu nous foutre un petit coup au moral. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de relativiser un petit peu tout ça et d'avoir différents points de vue pour justement apporter un peu plus à tout le monde. Très bien. Je partage tout à fait ces quelques mots du cher camarade Bruno. Donc je vais démarrer sur PR si ça vous dérange pas. C'est parti. Alors donc idéalement en fait toutes les 2 semaines je vais essayer très humblement de faire ressortir donc quelques articles comme je vous l'ai dit qui ont été mis en avant par rapport à nos veilles. Donc en 10 minutes ça va être chaud patate mais on va essayer. Donc cette semaine on a en premier la Suisse qui a soif. Donc en gros c'est un article qui a été publié sur West France il y a quelques jours, quelques semaines je crois même. Où on parle grosso modo de la petite ville de Kriuzat en Suisse. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une région du canton de Valais où en fait les sols ils sont assez poreux de base, donc les habitants ils sont assez vite emmerdés par le fait qu'il fasse plus sec. Et ce problème de manque d'eau en fait il est pas nouveau parce que la commune elle a construit des canaux d'irrigation depuis le 15e siècle pour pallier à ce problème. Mais changement climatique oblige et ce faisant, ça rajoute du compliqué au compliqué. Et la solution radicale, entre guillemets, qui est mentionnée en titre, c'est tout simplement de limiter la taille de la population à la capacité de gestion de l'eau et des infrastructures. En gros, la ville, elle a été designée, du moins ses installations réseau type pompe, pour 5000 personnes, donc on se limite à 5000 personnes. Et le président de la commune, parce qu'on parle pas de maire, on parle de président, c'est la classe quand même, c'est comme Macron mais en micro. Donc il a décidé qu'il n'y en aurait pas plus de 5000, sachant qu'ils ont quand même une marge de manœuvre parce qu'actuellement il y a 3800 habitants à peu près. Donc bon voilà, je pense qu'ils ont quand même le temps de voir venir entre guillemets un petit peu. Et je termine avec une citation donc justement du président Raphaël Bugnier. Donc attention, j'ouvre les guillemets. Si on ne fait rien, on sait pertinemment que l'on sera confronté à terme à des difficultés d'alimentation en eau potable et d'irrigation. Si on continue à vivre au même rythme qu'aujourd'hui, on est mort, on doit donc agir. Alors moi, je sais pas pour vous, moi je l'aime bien ce Raphaël. Voilà, je sais pas si vous voulez rebondir à cet article. Est-ce que ça indique comment sont choisis les 5000 habitants? Sur quels critères C'est une bonne question. C'est la Suisse. Ouais, j'avoue. Voilà, moi j'ai un petit doute quoi. Donc, Bon, après, c'est des Suisses, ils pourraient voter à propos de ça tous les soirs. Donc, oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est fou quand même. Alors après, il n'y a pas qu'en Suisse où il y a des restrictions d'eau, mais arriver à un point où on limite. Alors, imagine, on ferait ça à l'échelle de la planète, comment ça marcherait. C'est hallucinant quand même. C'est une expérimentation grandeur nature, là, pour le coup. Ça fait penser à ces communes en France on en a pas mal parlé ces dernières semaines, qui refusent des permis de construire parce qu'ils pensent qu'effectivement la commune sera pas en mesure d'assurer de l'eau potable pour tout le monde si ça grandit, quoi. Donc ça devient quand même assez palpable, c'est assez flippant de voir ça. Mais en même temps, est-ce que c'est pas rassurant aussi de se dire que finalement, on prend quand même cette mesure et on essaye d'anticiper pour une fois le problème. Complètement. Mais comme tu dis, ça n'a pas été anticipé. Du coup, maintenant, on est face au mur. Et pas le choix. On prend ces décisions qui sont voilà. Complètement. Les limites. Bon, je pense pour la première, je ne m'étendrai pas trop sur chaque article. On verra combien de temps il nous restera pour les prochaines. Je veux bien pas. Voilà, la deuxième. Super. Merci beaucoup, Romain. Je ne sais pas si c'est toi qui pilote, mais c'est parfait. C'est bon. Alors, Elon Musk, qu'est-ce qu'il a dit encore? Donc, Elon, c'est un peu le spécialiste des montagnes russes. Un jour, il vous dit oui, un jour, il vous dit non. Sur l'IA, il a déclaré en fin d'année dernière quand même que ça allait permettre à l'humanité de plus bosser. Et donc, dernièrement, il a rétro-pédalé. Il a expliqué qu'en fait, non, la croissance exponentielle
de la consommation des serveurs qui alimentent les IA, en fait, ça va poser un problème d'alimentation électrique. Alors à ce sujet, avec tout le respect que j'ai pour Elon, ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Moi, je préfère quand même m'appuyer sur une source concrète plutôt que la simple parole d'un entrepreneur. Donc, à savoir un rapport de la NERC. Donc, la NERC, c'est la North American Electric Reliability Corporation, qui a l'accent incroyable. C'est l'autorité de régulation internationale, en gros, qui supervise le réseau électrique de toute la partie nord-américaine, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, Doc? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'en effet, il pourrait y avoir des coupures d'élec fréquentes sur une période qui va de 2024 à 2028. Bon, voilà, 4 ans, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Que ces coupures, elles pourraient concerner environ 3 millions de personnes. À nouveau, c'est pas grand-chose. Et que l'intensité des coupures, en fait, ça dépendra des conditions météorologiques et de la consommation énergétique. Alors eux, ils parlent de deux choses qui sont intéressantes et qui nous intéressent plus particulièrement ici. C'est l'alimentation des centres de stockage. Donc la NERC, elle explique qu'en gros, la conso d'énergie de ces infrastructures, elle pourrait carrément doubler d'ici 2030. C'est du délire. Et les fermes de minage pour les cryptos. Voilà. Ah ouais. Voilà, des trucs un peu indispensables. En gros, ces infrastructures-là, elles ont évolué avec trop de rapidité, avec une trop grande rapidité. Et par contre, le système de production électrique, lui, il n'a pas évolué de façon à pouvoir suivre. Donc ça pose quelques problèmes. Et enfin, pour finir, il parle aussi de l'impact du changement climatique sur les consos domestiques. Bon, il y a toujours du chauffage l'hiver, ça oui, ok. Par contre, il y a beaucoup plus de clim l'été. Et il y a aussi un enjeu par rapport à l'électrification des véhicules qui va aussi apporter une tension supplémentaire sur le réseau nord-américain. Voilà. Après, par rapport à Elon, pour rebondir sur ce truc-là, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, quand il prend la parole sur un sujet, généralement, c'est fortement relayé. Et évidemment, la question que je me pose derrière, c'est pourquoi il en parle. Parce que souvent, quand il aborde un sujet, c'est parce qu'il a un intérêt à le faire. Et souvent, c'est un intérêt économique. Donc, je suis curieux de savoir pourquoi il a balancé ça maintenant. Sachant que je pense que quand même, pour Tesla, il a quelques enjeux qui peuvent un peu orienter ses prises de parole, quoi. Après, vu qu'il est beaucoup dans les effets d'annonce, moi je sais pas trop comment interpréter ses prises de parole sur le sujet, mais bon, c'est quand même assez paradoxal qu'un jour, un jour, en novembre ou en octobre, je sais plus, je crois que c'était vraiment ça, que la news était sortie, oui, il déclare que l'IA va remplacer les humains sur une certaine typologie d'emploi, et puis en fait, là, attendez, en fait, non, c'est pas possible de faire suivre ça avec la console électrique. Ça montre qu'on sait bien ce qu'on fait, quoi. Oui. C'est mûrement réfléchi, tout ça. C'est vrai. Pas de souci. Bon, c'est un peu son business model qui est en péril quand même, parce qu'il a des voitures électriques, il les développe à fond, et puis il se rend compte aujourd'hui que déjà, quand il y a des sécheresses, il ne peut pas les recharger parce que ça ne marche pas, qu'il n'y aura pas d'électricité pour tout le monde. Je pense que c'est peut-être pour ça son intérêt, c'est de dire construisez des centrales, construisez des éoliennes ou ce que vous voulez, mais je veux de l'électricité, quoi. Ouais, peut-être ça. Complètement. Donc bref, affaire à suivre. Tout à fait. Hop, suivant. Alors, suivant, joyeuseté à nouveau, Cuba. Alors Cuba, vous allez voir, c'est un sujet assez récurrent chez nous, surtout chez moi, parce qu'en fait, moi j'ai une veille réglementaire sur les décisions politiques qui concernent le rationnement. Et donc en fait, à ce sujet-là, il y a 2 pays qui se démarquent vraiment, 3, c'est l'Inde, Cuba et l'Égypte, parce qu'ils ont des politiques de rationnement. Donc ne soyez pas étonnés si assez régulièrement je vous embête avec ça. Chez Pénurie et Rationnement, on a commencé à s'intéresser au sujet cubain en milieu d'année dernière, quand on avait pas mal de signaux justement sur des pénuries qui s'installaient sur la durée, notamment d'électricité et de pétrole. En septembre dernier, on avait le ministre de l'économie, le ministre de l'énergie cubain, Vicente de la Olevi, donc je sais pas si je le dis correctement, mais c'est pas grave, qui expliquait qu'il y avait des grosses difficultés de raffinerie sur l'île. Donc, en plus de ça, en fait, les exportateurs de pétrole, ils en donnent une quantité limitée, donc voilà, c'est compliqué. Et qu'en plus de ça, il allait falloir limiter les activités économiques à l'essentiel pour pas pouvoir, pour rester en fait dans la limite du supportable en termes d'alimentation. Donc à nouveau, moi je sais pas si on arrive à comprendre ce que ça veut dire, se limiter aux activités économiques essentielles. On a eu bien l'épisode du Covid où on privilégiait les métiers indispensables, mais ça n'avait rien à voir avec ça, quoi.
pour rester sur le canapé avec un salaire plein. Voilà, visiblement, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a des coupures d'électricité régulières qui peuvent durer parfois jusqu'à carrément 12 heures par jour. Un pétrole qui est distribué au compte-gouttes. Cuba, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est un imaginaire, enfin, on va pas se cacher, hein, assez romantique, surtout autour de la permaculture actuellement. Dans les faits, en fait, quand on lit les rapports, on y mange plutôt mal et pas beaucoup. Donc, quelques chiffres là-dessus. On a une production agricole qui a chuté de plus de 30% entre 2019 et 2023. L'inflation elle est inarrêtable, 70% en 2021, 39% en 2022, 30% en 2023. Donc, à nouveau, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. Et ça a poussé le gouvernement pour la première fois à demander de l'aide au programme alimentaire mondial afin de disposer de suffisamment de lait pour les enfants. Donc à nouveau, la suite au prochain épisode, je pense qu'on sera amené à en parler dans pas trop longtemps. Je ne sais pas si vous voulez rebondir ou si on termine par le sujet ultime du kiff. Non, je rebondis sur ce que tu as dit à la fin, où c'était effectivement Cuba un petit exemple pour les permaculteurs, les collapsos, le modèle qui pouvait soutenir entre le PIB par habitant, le nombre d'émissions par habitant, etc. C'était l'exemple à peu près à suivre. Et effectivement, on voit les limites aussi de ça. Et malheureusement, j'ai peur pour eux, ça finisse un peu comme Haïti. Et que, Ouais, c'est compliqué. Hein. Compliqué quand l'État perd la main, il s'ajoute sur la liste de tous les pays tous les ans qui s'effondrent, hein, Venezuela, Libye, etc. Ça va s'ajouter au fur et à mesure. Il y en a un ou deux qui tombent par an, et voilà, c'est comme ça. Ouais. Moi, ce que je trouve super intéressant dans l'enchaînement des news que tu as choisi, c'est que tu regardes que nous, on en est à zut. Ça se trouve, un jour, on va manquer d'eau et d'électricité, et en fait, c'est un problème de riches. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'endroits où ils ont. Pour avoir déjà été une fois en Inde il y a très longtemps, les coupures d'électricité, c'est toute la journée, tous les jours, 20 fois par jour, hop, ça coupe pendant 10 minutes, puis ça reprend, voilà. C'est normal, en fait, et parce que leur développement a été plus rapide que le développement de leur centrale de production, etc., ou de l'infrastructure. Donc, en fait, c'est vrai que nous, on est, en France en tout cas, hein, et dans beaucoup d'autres pays, on a peur du manque, mais il y a des endroits où, pour eux, c'est pas une menace, quoi, c'est leur réalité. Donc, je pense que ça met un peu face à ça. Quand on voit pareil Mayotte, c'est la France, hein, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux, dans les mêmes enjeux, quoi. On est encore un peu gâtés. En tout cas, pour l'instant, on monte crescendo dans les actus que tu as mis en avant. J'ai hâte de voir la prochaine. Alors la prochaine c'est du kiff, donc je vous dis elle est beaucoup plus plaisante. Du kiff, pourquoi? Parce que c'est du soleil, la sécheresse en Catalogne. Voilà. Alors la Catalogne c'est un peu la destination privilégiée pour les fêtards et les fêtardes avec les Baléares. Voilà, si tu veux une montée d'adrénaline express avec des fêtes, de l'alcool, de la chaleur, c'est à 1h45 en avion, c'est parfait. Donc tout à fait sérieusement, les problèmes d'eau que connaît par exemple Barcelone, ça pose de très nombreuses questions sur l'avenir du tourisme. Tout à fait sérieusement, à qui est-ce qu'on donne la flotte? Est-ce qu'on la donne aux résidents? Est-ce qu'on la donne aux touristes qui viennent pas franchement pour faire acte de sobriété dans tous les sens du terme? Aux agriculteurs, aux travailleurs locaux? C'est des vraies questions en fait qui se posent. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de réponse, quoi. Donc la photo que vous voyez ici, elle parle d'elle-même, on dira. Elle a fait le tour du monde médiatique parce que c'est vrai qu'elle en dit long sur la détresse hydrique, hein, c'est poétique plutôt que stress hydrique, que connaît la région. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'actuellement les réserves hydriques de la Catalogne, elles sont environ à 17% de leur capacité, parce qu'il a plu ces dernières semaines. Avant, c'était moins que ça encore, ce qui est ridiculement faible et inquiétant, sachant qu'on est qu'en avril. L'état d'urgence, il est toujours appliqué, d'ailleurs, concernant la question de l'eau, et le seuil, il a même été rehaussé, parce que les gens se sont dit, tiens, ça fait quelques semaines qu'il pleut, peut-être qu'en fait, on va pouvoir limiter les réglementations pour baisser la consommation, et on a dit non, en fait, on va même le rehausser. Maintenant, c'est quasiment 30% de remplissage pour sortir de cet état d'urgence. Alors, ce qui est encourageant quand même, c'est qu'il y a une certaine baisse de la consommation en eau des habitants. Là, aujourd'hui, on tourne à environ 120 litres, ce qui est beaucoup, hein, c'est pas rien. Mais d'un autre côté, voilà, il y a eu un début d'effort, mais puis ça reste quand même assez conséquent. Et bien sûr, des restrictions sur les arrosages et tout le tralala, mais ça, on est sur du classico-classique à ce niveau. Mais soyons rassurés, voilà, c'est mon mot de fin, soyons rassurés, la solution, elle est toute trouvée. On a pu le voir avec Mayotte aussi, des tankers qui sont affrétés pour acheminer de l'eau, donc par bateau, de Marseille vers Barcelone, afin de pallier à ces problèmes. Et là, tu peux te dire, paye le bilan carbone de ta carafe d'eau. Voilà, et c'était la dernière. Pour ma part. Ce qui est marrant, c'est pas une solution, quoi. C'est pas vraiment marrant, mais Andrea avait
avait envoyé un lien sur le Discord de Malheur Actuel, une actu qu'elle avait repérée qui concernait du coup le secteur du tourisme, et en l'occurrence des hôtels, qui avait eu l'autorisation, je crois que c'est à Lloret-del-Mar, qui est une ville très touristique, de pouvoir construire des usines de dessalement pour pouvoir alimenter les piscines des hôtels. Donc c'est vrai que quand les actus se percutent et quand tu les mets en parallèle, ça fait quand même un peu réfléchir et un peu flipper, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais oui, le cas des usines de dessalination, c'est un peu le premier réflexe que tu as. Au Maghreb aussi, ils en parlent beaucoup parce que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a la mer à côté, il pleut jamais. Bon bah ok, pensons-y directement. Ils auraient même pu penser à faire des piscines à l'eau de mer directement. Enfin, Oui, vous se baignez dans la mer même, peut-être. à côté de la mer. Ça serait dingue, ça. Ce serait incroyable. C'est bien fait quand même. Hein. Après, le fait que du coup l'industrie du tourisme et les politiques investissent dans des usines de dessalement à court terme, c'est pour des raisons pas folles qui sont de faire des piscines et d'essayer d'entretenir une industrie qui de toute façon ne sera pas viable dans l'état. Mais l'infrastructure, une fois qu'elle existera, peut-être qu'il faudra juste se demander, ok, on a dessalé de l'eau, maintenant c'est quoi la priorité pour utiliser cette eau dessalée qui est loin d'être sobre, parce que je pense que ça doit consommer un peu d'énergie. Donc voilà, je pense que la raison pour laquelle on fait l'infrastructure n'est pas bonne, mais peut-être que derrière, ça aura une utilité quand même. Et je vois que Hélène rebondit en parlant de méga-bassines. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder peut-être plus tard sur un autre numéro, mais effectivement, ça pose aussi la question de l'efficacité de ce dispositif. Ça a été montré pour l'agriculture, ça n'avait pas marché du coup, ça n'avait pas résolu le problème. C'est un peu polémique tout ça. Non. Mais quand même, moi, sur le sujet de l'eau, le truc qui m'avait fait quand même halluciner, c'était d'avoir lu un article, je ne saurais plus lequel, mais c'était en lien avec les communes qui interdisaient les permis de construire. Il parlait un peu des restrictions et il y avait un chiffre, c'était une décision incroyable qui allait même jusqu'à rationner l'eau à 100 litres par jour par habitant. Oui. Et en fait, j'ai vu ça, j'ai mis 100 litres par jour, en fait, c'est énorme. Et l'article, il en parlait comme si c'était horrible, quoi. Et je me dis, mais putain, combien de personnes vivent pas avec ça dans le monde, 100 litres par jour par habitant, quoi. Rien que les produits qu'on consomme, déjà, c'est une source de consommation d'eau énorme. 100 litres par jour, c'est un truc de malade, en fait, c'est immense. Totalement, je me rappelle de cette époque-là, c'était 100 litres par jour de rationnement et c'était rationnez-vous à 100 litres. Je suis à 20 ou 25 litres par jour. Hein. Mais comment ils font, quoi? Comment ils font Non, mais ça, Bruno, tu dis ça parce que tu te douches pas, en fait. Et tout, je mange les pâtes sèches, hein, pas que ça. Mais c'est non, je sais pas, 100 litres, quoi. Ok. Effectivement, c'est assez inquiétant. Mais on dit l'eau apportée par tanker, parce que là on a la petite polémique avec Nestlé et ses eaux en plastique, mais les super tankers, ils ont été lavés, ils sont assez propres. Parce que franchement, ça sort d'où ces tankers? Ils vont être lavés pendant combien de temps? Il faut combien d'eau pour nettoyer des cuves comme ça? Je sais pas. Bon, après, quand t'as soif, hein, mais... Ouais, après, je n'ai pas regardé si c'était de l'eau en bouteille ou pas. Non, c'est je sais pas, c'était pas un truc du Rhône, justement, je sais plus trop. Mais... Peut-être, ouais. À Mayotte, je crois que c'était de l'eau en bouteille. Barcelone, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est de l'eau qu'ils vont emmener dans les stations de nettoyage d'eau? Je sais pas du tout. Ouais. Ça mérite de creuser. Ça mérite de creuser. Le dessalement de l'eau de mer, après, tu as tout le problème de la saumure et tout ça. Donc, ouais, ça, c'est bon. Mais vive le tourisme, vive la fête, c'est Ibiza, quoi. Allez, D'ailleurs, on a un partenaire. Non, merde, c'est pas tout de suite. Non, plus tard. Romain, plus tard. Ok, c'est bon. Que, Andrea, t'es partante pour parler de la couve de la semaine? Waouh. Allons-y. Déjà, comme c'est un peu le premier numéro de ce journal, l'idée, c'était, on s'est dit qu'on allait prendre une de nos publications un peu emblématiques, parce que ça nous permet aussi de parler de ce qu'on fait, comment on le fait, et quelle est un peu notre démarche. Comme le disait Romain en intro, notre but, c'est à la fois d'essayer de rire de l'actu, même si c'est pas facile tous les jours, parce que nous, ça nous fait du bien d'en rire, et donc on se dit que ça fait peut-être du bien à d'autres de voir passer des blagues sur des choses un peu anxiogènes, et aussi de sensibiliser. Alors, sensibiliser des gens qui ne connaissent pas encore le problème, c'est peut-être compliqué, mais au moins faire ressortir des fois des actus dont on trouve que les médias n'ont peut-être pas assez parlé ou qui n'ont pas été assez médiatisés.
Donc ça nous arrive de temps en temps de sortir des choses dont on n'a pas, voilà, qu'on a vu passer et qu'on trouve sont sous-médiatisées. Et du coup, la couve, c'est un des moyens de mettre ces actus-là en avant. Donc là, sur cette couve, on voit que, alors souvent, c'est quand même une personnalité qui est mise en avant. Là, on a fait une petite exception, puisque c'est la fameuse actu du costume de Macron. Donc je ne sais pas si tout le monde avait vu passer cette actu. Le mini-scandale que voilà, les costumes de Macron ont voyagé en classe business dans un avion pour aller à Rio. Bon, en vrai, c'était une non-actu, enfin, c'est une info qui est tellement ridicule, quoi. C'est à la fois ridicule parce que c'est juste un costume et qu'on s'en fout, c'est ridicule parce que c'est ridicule aussi de se dire que quand tu voyages, tu n'as pas ton costume avec toi dans ta valise. Enfin, je pense que ça fait partie des choses où, en tant que personne normale, on ne comprend pas qu'il y ait besoin d'avoir ces costumes dans un deuxième avion qui font le voyage aussi. Enfin, bref, donc voilà, c'était pas l'actu la plus pertinente, la plus anxiogène et la plus critique, on va dire, mais c'est celle qui était déjà quasiment une blague en soi. On n'avait quasiment pas besoin de pousser vers le absurde. Et donc voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus léger que d'habitude, on a eu envie de mettre ça en une. C'est un peu aussi le côté déconnexion entre le monde réel de tout le monde et puis une certaine élite ou classe politique, ou voilà, certaines personnes qui vivent pas tout à fait la même vie que nous, quoi. Donc voilà pour la une. Je sais pas si Romain, tu veux ajouter. Après, pour rebondir juste sur ce costume-là, et en fait, on a fait le calcul de l'empreinte carbone du costume pour le vol aller-retour. Et en l'occurrence, l'empreinte carbone s'élève à 14,6 tonnes de CO2. Ça veut dire qu'en même temps, nous, on entend souvent, en France en tout cas, on nous sensibilise à l'empreinte carbone. On entend parler beaucoup de l'atelier 2 tonnes, d'une réduction vers un objectif de 2 tonnes. Et à côté de ça, tu as un mec qui va faire voyager son costume en classe affaires pour aller à Rio, quoi. Enfin, évidemment que c'est pas une actualité clé, mais elle dit tellement de choses qu'en fait, on peut pas s'empêcher d'en parler. Et en même temps, Romain, si tu veux un boulot, il faut un costard. C'est vrai. Même tu traverses l'océan, tu trouves un boulot avec ton costard. Exactement. D'abord, tu mets un costard et après, tu traverses la rue ou l'océan, puis tu as un boulot. Donc, on va créer des vannes pendant l'émission, c'est top ça. Après, pour nous, l'exercice de la couverture, là où il est intéressant, c'est que contrairement aux brèves qu'on fait d'habitude, où on développe un peu plus, là, il faut que ce soit, et c'est un des textes les plus longs qu'on avait jamais fait pour une, je crois. Il faut quand même que le texte soit assez court, assez concis, assez punchy. Et du coup, c'est pas toujours facile de passer le contexte, l'idée, la vanne en quelques lignes. Et là, franchement, déjà, je pense qu'on est dans le maximum de texte. Ouais. Franchement, je vais même vous dire la vérité, parce qu'Andrea m'en a un peu voulu, quoi. Elle m'a dit c'est très long pour une de couverture. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que typiquement, là, un texte comme celui-ci, en fait, la une sur la couverture, pour nous, c'est le plus important. Il faut que ça marche visuellement, et il faut que le texte impacte. Et le texte là que vous voyez, c'est la 48e version du texte. Ouais. Donc voilà, j'ai le même problème. Tous les mots sont pesés et réfléchis. Donc l'encart du haut. Andrea, tu veux dire quelque chose? Non, je te laisse, c'est toi qui as fait le dessin. C'est moi qui fais le montage. Mais c'est toujours pareil, en fait, c'est vrai que dans le travail qu'on fait, on essaie d'être en veille active et permanente sur les sujets liés à l'écologie, et on a toujours très envie de mettre en avant des sujets qui passent un peu sous les radars. Et en l'occurrence, celle-ci, elle est passée un peu sous les radars. Donc en fait, c'est une information qui est parue dans Le Monde via Stéphane Foucard. Et malheureusement, l'article du Monde était réservé aux abonnés. Mais heureusement, Hugo Clément est passé par là, il en a fait une chronique sur France Inter. Et bon, évidemment, on pourra vous renvoyer vers la chronique en question, mais ça pose quand même beaucoup de questions sur la transparence des décisions politiques et sur la neutralité des agences aussi. Ouais, franchement, l'indépendance des agences. Franchement, l'article fait vraiment réfléchir. Ça fait un peu peur. En gros, le rapport a été un peu perdu pendant 8 ans. Et la veille du jour où, en gros, le procès devait avoir lieu pour pouvoir faire en sorte que Le Monde ait accès à l'article, le rapport est réapparu un peu par magie.
Sachant qu'entre-temps, évidemment, l'Union européenne a voté pour la prolongation de l'autorisation de l'utilisation du glyphosate. Donc franchement, on veut bien on veut bien les croire en fait, mais bon, il y a un moment. Ouais, on n'est pas complotiste, mais des fois, ils nous aident pas, franchement. Si c'est des rapports qui calent des tables, tu déplaces un bureau. Bah merde, en fait, il était là depuis. Voilà, c'est vraiment. On a 3 ans pour éviter la merde. On est en quelle année? C'est l'ONU, hein, c'est papy. Non, mais c'est fou, ouais, c'est dingue. C'est dingue. Voilà, elle est très bien, celle-ci. Là, c'est la pique gratuite, quoi. Mais on l'aime bien. C'est un running gag. C'est ça. C'est un running gag, mais est-ce que tu veux rebondir dessus, Andrea? Non, vas-y, je te laisse. Quelle est coquine? J'étais pas prêt. Non, mais en gros là typiquement, la vanne, elle est juste dans le manuel Valls, en fait. C'est ça qui est drôle et pas drôle en même temps. C'est qu'en fait, là, on n'a pas de blague. C'est la merde, mais on rajoute un petit manuel Valls running gag qui permet de rendre le truc drôle, mais en vérité, on n'a pas vraiment. Enfin, voilà, on n'a pas fait de blague. Juste, il y a de plus en plus de catastrophes et ça va pas s'améliorer, quoi. Donc, voilà. Merci, Manuel Valls, de nous permettre de mettre un petit sourire à la fin, quoi. Exactement. Et donc, le quatrième encart, hyper intéressant, puisque juste avant, en fait, de mettre le costume de Macron en une de la couve de la semaine, on voulait mettre celle-ci en une. Alors, quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais certains membres de l'équipe voulaient mettre cette brève-là en une. Finalement, pour des raisons principalement esthétiques, on a préféré mettre le costume. Mais effectivement, on a appris la semaine dernière que Marine Tondelier se rendait chaque année en Guyane pour pouvoir pour s'assurer qu'un arbre qu'elle aurait planté pousse bien. Et du coup, ça pose quand même aussi question sur l'empreinte carbone de l'action en question. Et ce qui est intéressant avec cette brève-là, c'est que elle questionne aussi notre travail à nous, à l'heure actuelle, sur est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit parfois aussi se moquer un petit peu des écolos. Et c'est un débat qui fait souvent rage, mais qui agite souvent la rédaction. Et en l'occurrence, pour une fois, on l'a fait. Et ce qui est, mine de rien, assez rare. Et donc, du coup, c'est un débat qu'on pourrait se lancer aujourd'hui ou peut-être plus tard, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça et est-ce qu'il faut le faire? Moi, le droit, je l'ai pris. Je le fais dès le départ parce que je trouve qu'effectivement, c'est l'absurde. Des fois, il y a aussi l'absurde chez les écolos. Et si on est caricaturé, dictature verte, toc-mer vert aussi, c'est parce que des fois, on est tellement obtus, tellement déconnecté aussi du quotidien des gens que voilà, c'est. Donc oui, je pense qu'il faut aussi savoir dire à un moment stop, on fait des conneries. Et puis, c'est pas bien. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il faut le faire. Les critiques sont là aussi pour se remettre un peu en question. Hein. Donc, je suis pour. Hein. Ben, en tout cas, Andrea, tu veux rebondir? Ouais, mais sur cette actu, en fait, effectivement, elle est hyper complexe, en fait, parce que là, on se moque gentiment de Marine Tondelier, mais elle s'est défendue parce que forcément, elle a été critiquée. Ça soulève la question, effectivement, de est-ce qu'on peut se moquer un peu aussi entre écolos? Est-ce qu'il faut être le côté exemplarité, genre, ok, ne plus du tout prendre l'avion, même pour des actions. Il y a le fameux sujet de l'ombre climatique. Voilà, on pourrait débattre aussi là-dessus. Voilà, on a plein de sujets de débat pour les prochains. Et après, il y a aussi cette question qu'elle s'est défendue en disant, mais en fait, elle y va en tant que représentante politique parce qu'elle a aussi un travail politique et que les Outre-mer font partie de la France, qu'il ne faut pas les oublier. Mais en fait, ça soulève le souci que notre politique en France, elle est basée sur une personnalité. En vrai, des écolos, il y en a plein là-bas et elle n'avait pas forcément besoin d'y aller en personne. Mais en France, on est basé sur un système où il y a une personne qui représente un mouvement, un parti. Et si la personne n'est pas là, il manque quelque chose. Donc, chaque parti a sa personnalité qui va venir représenter le mouvement. Et ça, c'est un biais qui fait que, en fait, lui, le représentant est obligé d'être partout et de se déplacer partout pour dire j'étais là, serrer des mains et être là et faire du lobbying, etc. Donc ça, c'est un problème en fait de notre fonctionnement politique aussi aujourd'hui qui fait qu'elle est un peu obligée d'y aller politiquement pour la campagne, quoi. Donc c'est complexe comme sujet quand même.
Je suis entièrement d'accord avec toi. On dit que l'écologie est dans tous les partis, la preuve que non, parce qu'effectivement, on ne se poserait pas la question de ça pour les autres partis s'ils feraient cette connerie-là. Du coup, quand même, parce que j'ai vu que Laurent avait réagi en disant qu'il fallait charrier tout le monde. En fait, je suis assez d'accord. Et en fait, je trouve que nous, en tant que médias parodiques, on ne serait pas crédible si on se permettait de se moquer des autres, si on ne se moquait pas de nous. La question après, c'est le curseur, jusqu'où on le met. En ce moment, on fait pas mal de publications assez piquantes, notamment sur Instagram. Et les retours que l'on a ne sont pas toujours positifs. Donc, c'est intéressant de voir comment les écolos réagissent aux publications que nous, on fait, un peu piquantes. Et voilà, pour moi, c'est un débat qui est passionnant parce qu'il génère à chaque fois beaucoup de débats en interne et en externe. Ouais. Après, tu vois, je me permets de tendre une perche. On parle d'autocritique. J'ai un pote qui me vanne dans les commentaires. Je pense que de toute façon, ça fait aussi partie déjà d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle, d'accepter les critiques qui sont adressées, que ce soit des gens de nos sphères ou pas. Et je dis nos sphères, mais nos sphères, c'est hyper large en fait. Oui, c'est clair. Et aussi, ça nous aide également à voir exactement, comme disait Bruno tout à l'heure, les thématiques où, en effet, on peut avoir le reproche du bobo écolo, vous êtes complètement déconnecté. Même le contraste urbain-ruraux, pour moi, il est hyper clivant. Et c'est vrai que si tu regardes qui vote écolo de façon générale, c'est souvent des urbains. Alors, voilà, je ne veux pas faire de généralité, mais ça se vérifie au niveau des votes. Donc, il faut aussi aborder ça avec un œil critique et un œil humoristique parce que ça fait passer la pilule. Et c'est là où je pense que votre boulot à vous, il est très, très, très pertinent et très, très drôle. C'est que des fois même, on lit des trucs, on se dit, ça peut être des actions qu'on fait au quotidien, professionnellement ou pas. Et on se dit, c'est ridicule, mais on le fait quand même. Et ça, c'est là où aussi on voit que c'est plus une question de systémique, comme j'en parlais en introduction avec Adrastia. Et que c'est très compliqué en fait de sortir de tout ce cadre-là simplement d'un claquement de doigts. C'est vrai. Non, je suis assez d'accord. D'ailleurs, là, pour le magazine, on a sorti un magazine papier là, en début d'année et on avait interviewé quelques personnalités, dont notamment, là, ça me fait penser à Nabil Wakim, donc qui fait le podcast Chaleur Humaine et qui travaille au Monde, etc. Enfin, quelqu'un de très, très bien. Et il était très intéressant parce que voilà, il nous dit en fait, il y a un côté, on sait ce qu'il faut faire, mais des fois, on n'a pas trop le choix de le faire et on peut pas. Alors, on peut effectivement se dire, je vais me faire ma cabane dans les arbres et partir vivre dans la forêt. Mais sinon, on est quand même obligé de se chauffer. On a un logement, on vit quand même, comme tu dis, dans une société qui est loin d'être parfaite et qui a plein d'impacts. Voilà, smartphone, ordinateur, Internet, voilà. Et en fait, même avec toute la bonne volonté, on est aussi prisonnier un peu de ça. Et donc, on a forcément des contradictions parce que, par exemple, tes locataires, c'est pas toi qui choisis le système de chauffage de ta résidence. C'est peut-être du gaz russe, j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a des trucs où avec toute la bonne volonté du monde, on est coincé aussi dans un truc plus systémique et du coup, c'est hyper difficile de ne pas avoir des contradictions et des petites frustrations. Voilà, après, je pense que le débat sur l'irréprochabilité ou l'exemplarité, au bout d'un moment, faut passer outre. Si on ne va pas te reprocher tout le temps une faute que tu as fait il y a 10 ans parce que tu as été aux Seychelles ou pas. Au bout d'un moment, voilà, comme tu dis, on est dans un système, forcément, au bout d'un moment, on a vécu aussi, tu peux pas être irréprochable tout le temps, et c'est pas à cet échelon-là que ça joue, de toute façon. Donc, ce combat-là est surtout fait pour, justement, pour dire, on fait rien, et puis, voilà, vous n'êtes pas exemplaire, donc on fait rien, nous non plus. Ouais, super. Un autre débat passionnant. Oh oui, voilà. Donc, s'il y a du public qui nous regarde, je sais pas, il y a au moins des potes de David, si j'ai bien compris, vu les commentaires qui passent. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des thèmes qui vous intéressent pour les prochains épisodes, parce que peut-être qu'on va en faire d'autres, on va voir, selon le résultat de celui d'aujourd'hui. Et Christian qui nous passe le bonjour de prison. Mais Christian, je le connais bien et je sais où il habite. Salut Christian. Du coup, Bruno te donne la main. Allez, donnez. Let's go. Du coup, moi, j'ai choisi de vous représenter cette planche-là. C'était pour aller dans le thème de la Catalogne et de Barcelone avec ses nouveaux paysages touristiques.
J'avais fait cette planche-là en 2019. C'était suite à une deuxième année de sécheresse en France. Et j'avais vu dans les infos des gens qui allaient voir un lac totalement asséché, où ils voyaient le fond, etc. Et voilà, c'était ce tourisme qui venait voir l'apocalypse, voir le désastre. Et ça m'a toujours un peu marqué, tous ces gens qui vont au bord de la mer, voir la tempête, voir un truc qui s'est effondré, machin. Et là, quand je voyais la pub l'article de David, je me disais, mais ouais, ils sauvent le tourisme, ils vont se créer un nouveau tourisme, le tourisme de la vallée de la mort. Tourisme. Et ça m'a toujours fait marrer ces gens qui vont voir des trucs détruits ou des trucs machin, alors qu'ils n'y allaient pas quand c'était beau, c'était bien, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'avais fait cette planche-là. C'est viens, on va faire un petit tour autour du lac, il est tout moche. Bah ouais, pourquoi j'irais? J'y allais déjà pas avant. Quel est l'intérêt, quoi? Donc voilà, c'était pour essayer de faire marrer là-dessus, c'est qu'on profite déjà pas de l'instant présent et on va profiter de l'instant pourri. Donc voilà. C'est le même, dans le même délire que l'image du Titanic avec les noyés qui prennent en photo et avec leur smartphone le naufrage. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'était ça que je voulais transmettre dans cette planche-là. Donc c'était un peu dans le thème du tourisme et des changements un peu qui s'opèrent sur nos paysages. Voilà. On est justement en train de préparer une publication sur le sujet avec Emma. Effectivement, malheureusement, je pense qu'on aura bientôt des stories Instagram avec ce type de paysage. Ouais. Et des beaux selfies. Là, je voyais aussi des news sur le tourisme à l'Antarctique. C'est des destinations, on n'allait jamais là-bas, mais maintenant qu'on va la perdre, vite on se rend compte qu'il faut y aller, quoi. Mais du coup, on prend l'avion pour aller les voir avant qu'elles disparaissent. C'est rebond. C'est ça. Et puis on pollue bien là-bas, alors que c'était à peu près propre encore. Et puis voilà. On avait fait une publi comme ça, mais en tout début de MA, sur le niveau tourisme, les destinations, les plus beaux atolls à voir avant qu'ils soient submergés par la montée des eaux, un truc comme ça. Ça, j'ai des amis. Vite, il faut aller aux Maldives avant qu'elles disparaissent. Dingue. On t'entend pas, David. Mon micro a été coupé, vous m'entendez? C'est bon, c'est revenu? Ouais. Yes. Là, les croisières qui s'ouvrent, je crois que c'est au pôle Nord, parce que tu as justement la glace qui laisse un espace pour certains bateaux pour circuler. Donc les gens achètent leurs tickets, je sais plus combien, enfin c'est extravagant. Et les gens vont voir les dernières glaces avant qu'il n'y en ait plus en fonction des cycles ou des saisons. Enfin, moi, je trouve ça assez pertinent et ça donne aussi une idée de comment est-ce qu'on gère nos problèmes finalement. Enfin, c'est à chaque fois on voit une question d'opportunité. C'est exactement. Mais c'est un peu comme si tu vois le dernier spécimen d'une espèce et du coup, je sais pas, tu le tues pour l'empailler, pour le conserver. Genre, allez, avant qu'il n'y en ait plus, je vais le buter pour le garder chez moi. C'est ça. C'est ça, ouais. Et du coup, je me permets de rebondir sur un commentaire qu'avait laissé Laurent tout à l'heure, qui disait qu'on était tous écolos, et qu'en fait, on pouvait être écolo sans être écolo politiquement. Et franchement, quand j'entends ce type de choses-là, je me dis qu'on n'est pas tous écolos, malheureusement. En tout cas, je me permets une parenthèse sur les commentaires, parce que le but, c'est de rigoler aussi. Donc, on a un certain Laurent F. qui fait pas mal de blagues depuis le début du live. Merci Laurent pour cette participation très active. Je rigole beaucoup en lisant les commentaires depuis tout à l'heure. Je rajoute un petit peu. Est-ce que du coup, on a un slide de fin? Ben oui. Évidemment, ben oui. C'est fou comme c'est passé vite. Ah ouais. J'en profite pour dire que c'est une première, qu'on a osé faire un live sur LinkedIn, donc c'est un vrai crash test, et que en fait à la base l'idée c'était surtout d'expérimenter le dispositif technique. Donc s'il y a eu des petits problèmes, c'est ma faute. C'était vraiment un test entre nous à la base. Voilà, les publics, c'est tant mieux. Et puis voilà, vous pourrez commenter, vous pourrez donner vos avis, comme ça nous fera peut-être progresser tout de suite beaucoup plus vite pour normalement le vrai premier numéro. Puis là, c'était numéro. Mais Romain, c'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. C'est pas pareil. Voilà. Et on pourrait en faire des t-shirts. Franchement, il est bon. Mais des t-shirts faits au Portugal, évidemment. Ouais, évidemment.
Ok, bon, écoutez, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour nous. On donne rendez-vous dans combien de temps, du coup? On a dit 2 semaines, donc allez, on part sur 2 semaines. On refait ça un vendredi aussi ou pas? Bon, de toute façon, ça, on verra, on fera la planification en fonction. Ouais. Ça marche. Est-ce qu'Andreas sera là? Ah, il faut. On verra. Après, juste pour préciser, nous, on est un collectif chez Emma, on est assez nombreux, donc on s'est dit que, et on est surtout tous bénévoles, donc voilà, on n'est pas forcément toujours dispo, et donc peut-être que l'équipe Emma, on sera toujours 2, mais peut-être que ça tournera un petit peu les personnes qui participent, probablement. Ouais. Tout à fait, et un grand merci à David, Bruno et Clémence d'avoir eu l'idée et de nous l'avoir proposé. C'est super chouette parce que on en parlait encore ce matin avec l'équipe, mais avoir des idées c'est super, mais les mettre en exécution c'est encore mieux, et vous l'avez fait, donc bravo. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Yes. Bonne journée. Ciao à tous. Ciao. Ciao.